Bonsoir mes chers amis. Hier, et malheureusement, nous avons été interrompus dans la lancée que nous avions de nous expliquer face à la campagne de diffamation qui a été orchestrée contre moi depuis quelques jours. Il était question que je vienne éclaircir certains points avec vous. Donc malheureusement, hier, on n'a pas pu terminer notre conversation. Mais je vous remercie d'avoir massivement partagé cette information-là. Et je suis revenue pour continuer mon droit de réponse aux médias sociaux qui m'ont interpellé. Alors, avant de réagir à la dernière sortie de ce blog communautaire qui veut se faire connaître grâce à mon nom, je vais apporter quelques clarifications à la suite de la publication des documents que j'ai partagés avec vous concernant la situation administrative que j'avais en France. J'ai essayé de partager cela avec vous et j'ai vu les habitants des réseaux sociaux venir écrire tout et n'importe quoi. Alors, lorsque j'ai lu certains blogueurs écrits que je serais en instance de divorce, je préfère être clair avec vous. Mon mari et moi, il n'a jamais été question qu'on se sépare. On est en très bon terme. On vit notre vie. On a décidé de vivre notre vie hors des médias, hors des réseaux sociaux. Et notre vie privée ne concerne que nous. Donc, on n'a pas besoin de venir vous prouver qu'effectivement, je ne sais pas pourquoi ma vie privée est si croustillante pour vous et vous intéresse. Vous avez tout dit sur mon union, mais je me rends compte que elle fait beaucoup de mal à beaucoup de personnes, au point où chaque année, j'aurais besoin de venir me justifier ou de venir prouver que non, effectivement, je serai mariée, oui, je ne serai pas mariée. C'est depuis 2023 que les médias camerounais titrent sur mon divorce. Or, vous constatez que mon mari et moi, pour les fois que nous nous présentons en public, pour les fois que vous nous avez vus, je ne sais pas ce qui se passe avec vous. Que ce soit sur le plan administratif, que ce soit sur le plan de notre vie, qu'on ne partage pas avec vous, pourquoi ça vous intéresse autant? Pourquoi ça vous intéresse autant de savoir si je suis mariée ou non? Parce que ça vous fait mal. Et on constate que c'est de la pure sorcellerie. C'est de la pure sorcellerie, je comprends pas. Je comprends pas. Pourquoi vous vous obstinez? Ceux qui ne veulent pas écouter ce direct, essayez un peu de passer votre route. Donc, j'étais en train de vous dire, les amis, que moi, j'ai pas besoin de venir me justifier sur ma vie publique. Lorsque mon statut marital changera un jour, je pense que pour des raisons administrative, ce sera connu que je ne suis plus épouse de quelqu'un. Et même, je suis une personnalité publique, je ferai connaître le moment venu si je suis mariée, divorcée, veuve ou je sais pas trop quoi. Ça ne devrait pas être l'objet d'un débat. Donc, hier, je vous ai présenté parce que le post qui a été suffisamment partagé par des blogueurs que nous considérons dans la cybersphère comme étant des gens crédibles avec des informations, faisait état de ce que je serais en passe de perdre mon titre de séjour et donc sujette ou alors très prochainement sujette d'expulsion. Vous savez que j'utilise toujours ma propre actualité pour vous enseigner le droit. Parce que il y a des semi-lettrés sur les réseaux sociaux. Des gens qui ne savent pas tout. Des gens qui n'ont pas étudié le droit. La différence qu'il y a entre cela et moi, c'est que j'ai un certain niveau de connaissance qui me permet de pouvoir vous dire quelque chose dans plusieurs domaines.
Et donc, aujourd'hui, je vais revêtir ma casquette de juriste pour vous expliquer le code d'entrée de séjour des étrangers et du droit d'asile en France. C'est un code qui régit le séjour des étrangers en France. Comment ça se passe? Parce que parfois, lorsque je lis vos divagations intellectuelles, je comprends que ce sont vos limites qui conduisent votre raisonnement erroné. Et donc, parfois, vous utilisez des choses pour bien comprendre. Et moi aussi, je m'en sers pour vous enseigner le droit. Alors, on va prendre un cas d'école parce que je sais qu'il y a beaucoup de juristes qui m'écoutent, des juristes qui sont au Cameroun qui m'écoutent. Lorsque vous êtes un étranger sur le territoire français, après 7 ans, après avoir résidé 7 ans en France, par exemple, où vous travaillez, vous pouvez solliciter une admission exceptionnelle au séjour. Ça veut dire que vous dites à la France, ça fait tel nombre d'années que je suis installé en France, je travaille en France, j'ai des sœurs en France, c'est ce qu'on appelle les attaches. J'ai des sœurs en France ou j'ai des frères en France et je voudrais avoir un titre de séjour. Ça, c'est la première possibilité d'admission au séjour. On appelle ça admission exceptionnelle au séjour. C'est-à-dire une personne qui ne correspond pas aux catégories de séjour vie privée ou autre. Vous sollicitez la préfecture et la loi, elle est claire en la matière. Elle dit qu'une personne qui justifie de 7 années de présence sur le territoire français peut prouver qu'elle a des attaches en France. Et les attaches, c'est quoi? C'est tes frères, c'est tes sœurs, c'est tes cousins. Il faut apporter tout ce que tu as comme attache en France et tu sollicites la préfecture et elle te délivre un titre de séjour au motif de l'admission exceptionnelle au séjour sur le territoire français. Ça, c'est la première phase. Et parce que lorsqu'on parle du droit, il faut toujours assortir soit d'articles ou de cas pratiques. Et donc, je préfère prendre mon cas pour vous expliquer tous ces contours de la loi qui régit l'immigration en France. Moi, je suis arrivé en France en 2004 à la suite d'une formation académique. Qu'est-ce que la loi dit en France? Que lorsque vous êtes diplômé de l'enseignement supérieur, c'est-à-dire que vous avez fait 4 ans d'études en France ou 5 années d'études en France, vous pouvez demander la nationalité française. Voilà ce que dit la loi. C'est-à-dire, dès que vous avez étudié en France, vous avez vécu en France pendant 7 ans, vous êtes diplômé de l'enseignement supérieur, vous avez le droit de demander la nationalité française. Et pour vous expliquer un cas d'école, je prends par exemple le cas de Serge Anango. Serge Anango est français, pas parce qu'il s'est marié. Non, parce qu'il a étudié en France et il vit en France depuis plus de 5 ans. On lui a donné la nationalité française. Et de nombreux Camerounais qui ont eu la nationalité à la suite de leurs études ou de leur formation en France, c'est voilà la voie par laquelle ils passent pour avoir la nationalité française, parce que c'est la loi. Donc, nous avons déjà évoqué 2 voies par lesquelles un étranger peut être admis au titre, à la régularisation ou à la nationalité française. La loi en matière de naturalisation, elle est claire. Dès que vous prouvez que vous avez déjà vécu 5 ans en France, que vous travaillez en France depuis 5 ans, vous avez le droit de demander la nationalité française. Si votre extrait de casier judiciaire est vierge, si vous travaillez, vous êtes quelqu'un à la bonne moralité, on vous donne la nationalité. Ce n'est pas sorcier. Et donc, lorsque des gens font des spéculations sur la possibilité d'un retrait de titre de séjour à une personnalité qui est non seulement légalement mariée à un Français, parce que lorsque je vous publie la convocation de la préfecture de Loire-Atlantique pour l'entretien d'assimilation, vous êtes nombreux à ne pas savoir c'est quoi l'entretien d'assimilation en vue de la naturalisation. Et je vais vous expliquer comment ça se passe et pourquoi c'était nécessaire que je vous fasse comprendre que voilà l'étape que j'ai déjà franchie en France. La convocation à l'entretien d'assimilation fait suite à l'acceptation de votre demande de dossier, votre dossier de naturalisation. Et pour que votre dossier de naturalisation soit accepté,
La préfecture vérifie que vous remplissez toutes les conditions pour le motif pour lequel vous sollicitez la nationalité. Parce qu'il y a plusieurs motifs, je vous ai déjà cité au moins 3 motifs pour lesquels quelqu'un peut solliciter la nationalité française. Il y a peut-être un 4e motif que je n'ai pas évoqué ici avec vous, c'est le fait d'avoir vécu près de 25 ans en France et d'être âgé de 65 ans. Vous pouvez aussi accéder à la nationalité française. Donc, moi personnellement, je remplis au moins 3 conditions pour demander la nationalité française. Mais la particularité de la nationalité du conjoint français est que c'est une nationalité de droit. Ça veut dire que c'est une nationalité qui est obligatoire parce qu'elle est inscrite dans la loi. Cette nationalité-là, ce n'est pas le préfet qui juge. Le préfet constate seulement qu'effectivement, tu remplis les conditions. C'est pour ça qu'on appelle ça par la nationalité par déclaration. C'est-à-dire que c'est toi qui informes la France que, au terme de tel article de la loi, j'ai déjà fait 4 ans de mariage, parce que la loi dit qu'il faut faire 4 ans de mariage, il ne faut pas que la vie commune soit interrompue, et tu demandes la nationalité française qui est de droit, c'est-à-dire obligatoire pour la France pour te donner. Et quelque chose aussi qui est de droit, c'est le titre de séjour du parent d'enfant français. Lorsque quelqu'un est parent d'enfant français, son titre de séjour ne peut pas être débattu parce que c'est un titre de séjour de droit. Dès lors qu'il prouve que l'enfant français est sous sa responsabilité. Et je vais vous expliquer la logique de cette loi. Ça dit que en France, par exemple, les petits Français ont des droits. Or, tant que le petit Français est mineur, pour que lui, il ait ses allocations familiales que la France lui paye, son parent qui a sa responsabilité doit avoir les papiers. C'est pour cela que les papiers du parent d'enfant français mineur sont des papiers que aucune préfecture ne peut refuser. Sauf si elle motive par le fait que toi, tu ne gardes pas, c'est pas toi qui as la responsabilité de l'enfant. Voilà la seule condition pour laquelle la préfecture peut dire non, l'enfant habite chez sa mère et tu n'as pas apporté les preuves que c'est toi qui gère l'enfant. Donc, tu n'as pas les papiers par rapport à ton enfant. Parce que je sais que vous voulez souvent savoir comment ça se passe. Donc, lorsqu'on évoque le mariage, la nationalité par le mariage, parce que c'est la seule nationalité qui est de droit. La nationalité du conjoint, c'est-à-dire que c'est le conjoint qui informe l'administration que je dois déjà devenir française. Et l'administration, avant de te convoquer, vérifie qu'effectivement tu remplis les conditions. Mais l'une des conditions sine qua non à l'acceptation de votre admission, de votre dossier, c'est que vous devez être au moment de la demande détenteur d'un titre de séjour. Ça signifie qu'en février 2025, lorsque je suis convoqué, je suis bien détentrice d'un titre de séjour. Vous ne pouvez pas demander la nationalité si vous êtes dans l'irrégularité. Vous ne pouvez pas demander la nationalité si dans votre dossier de nationalité, il n'y a pas un titre de séjour. Et si vous ne remplissez pas les convocations, parce que l'entretien d'assimilation, c'est la dernière étape pour clôturer. Et là, vous attendez simplement votre décret. Vous attendez la réponse du ministère, c'est-à-dire le décret. La réponse du ministère. La nationalité la nationalité du conjoint n'est pas traitée de la même manière que la nationalité de quelqu'un qui travaille, par exemple. Parce que c'est à l'appréciation de la préfecture. Si une préfecture refuse la nationalité à un conjoint, le conjoint l'amène au tribunal administratif. Parce que c'est une nationalité de droit. Bon, c'est des choses que vous ne connaissez pas. Et comme nous sommes sur les réseaux sociaux, il y en a qui viennent égarer les uns et les autres. Non, il y a un certain nombre de choses qui font en sorte que, en aucun moment, si je suis en France, la France ne peut décider de ne pas me donner un titre de séjour. Non. On avait déjà eu ce débat ici. Et il n'y a aucun motif
pour lequel la France peut valablement dire que Madame Mvoutou est sur notre territoire et nous ne lui donnons pas un titre de séjour. Parce que c'est très simple. Si vous vous retrouvez même sans titre de séjour, vous faites simplement une demande d'asile. Vous pouvez faire les demandes d'asile autant de fois que vous voulez. Et la demande d'asile, elle peut se justifier dans mon cas. Et lorsque vous avez demandé l'asile, vous devenez quelqu'un qui est inexpulsable. Donc, pourquoi vous pouvez vous réjouir? J'ai vu des gens se réjouir. Oh, elle s'est retrouvée. Oh, son mariage. Donc, mon mariage vous fait autant mal. Depuis toutes ces années, vous n'avez pas encore digéré. Moi, je ne comprends pas. Et comment ça peut vous rendre heureux ou malheureux de savoir que je suis mariée? Oh, elle n'est plus avec son mari. En fait, vous avez l'impression que nos vies, dès qu'on ne publie plus quelque chose, cette chose n'existe pas. Est-ce qu'on vous doit quelque chose en fait? On ne vous doit rien. Donc, le deuxième document que j'ai publié, pour ne pas s'égarer, c'était l'attestation de dispense de la signature du contrat d'intégration républicaine. J'ai aussi vu les sabitous des réseaux sociaux. Et comme c'est un document qu'ils n'ont même jamais vu, ils ont confondu et ils croient que c'est le contrat d'intégration républicaine qui est le document que l'OFI remet lorsque vous avez passé des tests de français. C'est-à-dire vous êtes... Oui, malheureusement, c'est nous qui venons sur les réseaux sociaux. Les gens de mon rang ne viennent pas sur les réseaux sociaux parce que j'ai un statut que vous n'avez pas l'habitude de rencontrer sur les réseaux sociaux. Rares sont les Camerounais qui ont ce document que je vous ai publié, c'est-à-dire l'attestation de dispense. C'est-à-dire que l'État dit que la loi prévoit que toute personne qui a été scolarisée en France ne peut plus signer le contrat d'intégration républicaine. Et je vous publie donc le papier qui prouve que moi j'ai étudié en France. Pour fermer la bouche de ceux qui disent que je n'ai jamais été scolarisé en France. Parce que ce document, on le délivre uniquement après présentation de votre parcours académique en France que la préfecture vérifie. Parce que l'OFI, c'est un bureau du ministère de l'Intérieur. Et donc, c'est après vérification de vos documents académiques sur le territoire que la France dit que, étant donné que toi, tu as été à l'école en France, et d'après la loi, toute personne qui a été à l'école en France, qui a été scolarisée en France, ne peut plus être soumise à des tests de vérification de son niveau d'intégration dans la République. Mais comme vous n'avez jamais eu ce document-là, tout ce que vous avez, c'est les documents de l'OFI qui dit que vous savez parler français. Il y a des gens qui viennent écrire, oh, ce que tu as, c'est un contrat d'intégration républicaine. Mais je ne vais pas passer tout mon temps à vous frustrer. Je ne vais pas passer tout mon temps. C'est simplement pour vous prouver que, en août 2025, parce que, on ne se lève pas pour aller faire ce document de l'OFI. L'OFI vous écrit, l'OFI vous convoque. Vous êtes régulier en France et d'après la loi, étant donné que vous êtes détenteur d'un titre de séjour, la loi vous oblige à venir vérifier votre niveau d'intégration. Une personne qui n'a pas de titre de séjour ou qui est en cours de perdre son titre de séjour ne peut pas être convoquée par l'OFI. Et quand l'OFI, c'est l'Office d'immigration et d'intégration. Et maintenant, l'OFI, lorsque elle constate, parce que c'est toi qui leur dis, écoutez, au terme de la loi, moi je ne peux pas répondre à votre convocation parce que je fais partie de la catégorie qui ne doit pas passer le concours d'intégration. Et tu leur envoies tes documents. Ils les vérifient et ils te donnent ce qu'on appelle attestation de dispense. Vous n'êtes pas 100 sur les réseaux, vous n'êtes même pas 10 sur les réseaux sociaux à être en capacité de montrer ce document que je vous ai montré. Parce qu'il est réservé uniquement aux gens qui ont été scolarisés sur le territoire français. Et lorsque je vous publie ces documents, je vois des gens qui viennent écrire « Oh, fais attention, la France n'aime pas quand on publie ces documents. » Ce sont mes documents. Je suis libre de publier l'information qui me correspond. C'est ma vie. Donc,
lorsque vous vous réjouissez du fait que on spécule, soit sur un éventuel divorce, je n'ai pas envie de vous faire mal. Mais je ne parle avec aucun Africain en Europe. Aucun Africain, le seul Africain qui m'avait déjà vu, parce que c'est moi qui l'avais appelé. J'allais acheter des bananes dans un magasin africain. C'est Serge Anango et ça s'est retrouvé dans les réseaux sociaux. Aucun Africain n'a aucune information sur moi. Je ne parle à aucun Africain. Je ne parle à personne. C'est pour ça que vous lancez des choses pour avoir des informations sur moi. Je vois vos spéculations, mais je ne peux pas réagir à tout. Je ne parle... Aucun Africain ne parle avec mon mari. Aucun Africain ne parle avec aucun de mes enfants. À quel moment vous recevez des informations qui pourraient être crédibles nous concernant? Ou simplement parce que vous voulez les likes? Je n'ai pas besoin de vous dire que c'est malsain. Non, nous on s'en fout éperdument. On s'en fout éperdument. Mais pour garder votre crédibilité, vous devez peut-être... non, mais expliquez-nous comment ça se passe parce que on peut continuer à publier les documents. Comment une personne qui est reçue pour son entretien d'assimilation, ça veut dire que son dossier de nationalité a été accepté. Et donc maintenant la France, elle est en procédure. L'entretien d'assimilation fait suite à l'acceptation de votre dossier. C'est-à-dire qu'on vérifie que vous remplissez les conditions des gens qui doivent demander la nationalité par ce moyen. Et donc, on vous convoque à l'entretien d'assimilation. Donc, moi, je ne comprends pas comment vous fonctionnez. Ce n'est pas la sorcellerie. Hein? Ou ça vous fait mal de savoir que, oh, Marlène, vraiment, hein? Donc, désormais, non. À un moment donné, je vous ai expliqué que chacun construit sa vie comme il peut. Construisez vos propres vies. J'ai vu des gens avec qui je n'ai même jamais eu des problèmes, comme la tontinade Marcel. Dit oui, quand les gens construisent leur vie en château de cartes, il faut pas être surpris que quand ça tombe. Donc, mon petit mariage que j'ai eu là, avec mon petit blanc là, donc ça vous fait mal à ce point-là? C'est ça que vous appelez vie en château de cartes? Mais comment vous êtes malsain entre vous comme ça? Voilà quelqu'un qui vient m'écrire, Marie-Ange Feyou, avec 4 enfants français, tu as besoin d'un entretien d'assimilation. Ça veut dire que tu ne connais rien de la loi. Tu sais rien de la loi. Les enfants français, l'entretien d'assimilation n'a rien à voir avec le fait d'avoir des enfants. Ça veut dire que, tu n'as jamais demandé la nationalité française. Tu ne sais même pas de quoi il s'agit. Les enfants français, ça n'a rien à voir avec la procédure de l'admission à la nationalité. Que tu aies 15 enfants français, non, l'entretien d'assimilation veut dire que on veut vérifier est-ce que tu connais les lois de la République française? Est-ce que tu connais les valeurs de la République française? Est-ce que tu sais parler le français? Mais dans mon cas, je fais partie de la catégorie de gens à qui on ne vérifie pas. C'est-à-dire que je suis dispensée parce que je suis une diplômée de l'enseignement supérieur français. C'est pour cela que je vous ai publié mon attestation de dispense. Dispense veut dire que tu es quelqu'un à qui on ne demande pas si tu sais parler français, si tu connais les lois de la République. Tu fais partie de la catégorie. Et comme c'est un document que vous êtes peut-être 1 million de Camerounais sur les réseaux sociaux, le Camerounais qui peut avoir le même papier que moi, vous ne pouvez pas être 10. C'est pour cela que je n'appartiens pas à votre catégorie sociale. C'est pour ça que tout ce qui me concerne vous échappe. Parce que ceux qui sont comme moi, eux, ils ne parlent pas sur les réseaux sociaux. Donc c'est un document que vous n'avez pas l'habitude de voir. On appelle ça dispense de signature du contrat d'intégration réservé aux personnes scolarisées sur le territoire français, qui ont été scolarisées. Donc, je peux comprendre
pourquoi vous priez pour ma déchéance. Qu'est-ce que je fais de particulier qui vous frustre? J'ai lu la publication de Sandy de Boston. J'ai essayé un peu de comprendre ce qu'elle me dit. Elle dit, écoute, il ne faut pas publier ta vie privée. C'est parce que tu avais publié ta vie privée que les gens maintenant viennent t'attaquer. Moi, je protège ma vie privée. Personne n'a jamais vu mes enfants. Et donc, c'est parce que tu n'as pas protégé ta vie privée que les gens t'attaquent. J'ai lu la publication de Sandy de Boston qui est... oui, elle est sur les réseaux sociaux. Elle a souvent eu à m'interpeller de manière à la limite méchante. Je n'avais jamais compris ce qui nous opposait. Donc, soi-disant qu'elle soutenait Camto. Oui, je l'ai vu publier des documents qui concernaient... Non, elle a été... oui, je ne comprenais pas la nature de notre combat. Je vais te répondre, Sandy de Boston. Toi et moi, au niveau de l'image, nous ne sommes pas la même catégorie. Toi, tu as une personnalité qui a été révélée parce que tu fais des directs. Si je tape actuellement Sandy de Boston à Google, Google va me dire que tu n'es personne. Tu fais des directs sur les réseaux sociaux. Tu n'as jamais occupé une fonction publique. Ta vie privée n'intéresse personne. Donc, comme ta vie privée ou publique n'intéresse personne, forcément, bon, que tu décides de publier, que de ne pas publier, non. Moi, quand j'ai créé ma page Facebook, elle n'a jamais été une page publique. Jusqu'à présent, ma page n'a jamais été une page publique. C'est une page privée. Et ma page privée, elle est comme celle de tout le monde. Ma page privée, j'ai accueilli sur ma page des gens que je connais qui publient aussi leurs enfants, qui publient leur vie. Je ne sais pas qui ici sur les réseaux sociaux ou quelle personnalité publique connue ne publie pas sa famille. Barack Obama, nous connaissons ses filles, nous les avons vues grandir. Paul Biya et puis Paul Biya, on a vu Brenda naître, on a vu Brenda grandir, on les voit faire. Votre référence en matière de protection des vies privées pour des personnalités publiques, c'est qui en fait? Samuel Eto'o, qui est l'une des personnalités les plus connues au Cameroun, vous voyez tous les jours sa vie privée, vous voyez ses enfants, vous voyez sa femme, vous voyez ses voyages, vous voyez ce qu'il mange. À quel moment le fait pour Samuel Eto'o de publier sa vie privée le fragiliserait? Pourquoi c'est à moi que vous allez demander de ne pas partager, encore que je suis très rare sur les réseaux sociaux? Vous pouvez faire le fil d'actualité de mes publications depuis pratiquement 10 ans. Je fais une photo tous les 6 mois. À quel moment je me suis surexposé? La preuve en est que vous ne savez rien de notre vie et j'ai dit que je ne me dis... Parce que tout ce que vous écrivez, ça ne correspond à rien qui concerne ma vie privée. À partir de quel moment, moi je me suis surexposé alors que on peut faire le fil de mes publications. Je publie soit pour souhaiter un joyeux anniversaire à un de mes enfants. Je publie soit un événement de ma fondation. À quel moment vous m'avez vu un jour venir m'asseoir ici pour dire oui, j'ai attrapé mon mari à tel endroit, oh ma mère m'a fait ceci. Comme je vois toutes les femmes qui sont sur les réseaux sociaux à expliquer leur vie privée, à quel moment j'ai ramené un problème privé sur les réseaux sociaux? Là, pour la première fois que j'ai eu l'obligation de m'exprimer sur un problème privé, c'était à la suite de l'agression dont j'ai été victime, qui a fait le tour du monde entier. À part ça, les 3 ans que j'ai passé au Cameroun, en aucun moment, vous ne m'avez vu venir même m'expliquer que, écoutez, j'ai un souci avec une dame, ça s'est passé comme ça, ça s'est passé comme ça. Non, j'ai pensé que c'était ma vie privée. Parce que moi, je suis une vraie personne publique. On peut demander à Google qui est Marlène Mvutu. On va indiquer ce que j'ai fait, qui fait que ma vie publique intéresse les gens. Et ma vie privée aussi, parfois, peut intéresser les gens. Je ne me suis jamais surexposé. Vous ne retrouverez jamais une vidéo de moi où je fais les directs par rapport à ma mère, ou par rapport à mon père, ou par rapport à mon mari. Jamais. Comme je vois toutes les filles, les blogueuses faire là. Vous ne savez rien de ma vie privée.
Donc, Sandy de Boston, à partir de quel moment, moi, je me suis surexposée, j'ai surexposé ma vie privée. Vous, toutes, vous vous mariez là, je vois vos photos. Je me suis mariée, j'ai partagé 2 ou 3 clichés qui font aujourd'hui le tour du monde entier. Je suis responsable du fait que les gens veuillent profiter de ma lumière. J'ai pas compris. Donc, Sandy de Boston, je t'ai écouté, mais j'ai dit ça n'a même pas lieu d'être. Ma photo sur ta page, soit disant que tu me soutiens. Maintenant que tu sais que je ne suis pas en hôpital psychiatrique, soit tu devais supprimer ma photo sur ta page. Avec ce message de soutien, je n'ai aucun problème. Tu veux aussi que j'allume, que j'appelle mon époux maintenant que Gaëtan vient parler pour rassurer les gens. Nous, on n'a pas besoin de ça. Parce que notre vie ne vous concerne pas. On s'est souvent amusé parfois à faire les directs et Gaëtan parlait à côté, que oui, écoute, voilà, voilà. On s'est amusé parfois à ça, mais on a grandi. La seule résolution que j'ai aujourd'hui, c'est que moi, je suis en train d'aller vers 50 ans. Je n'ai pas envie d'être comme les Aline Zomobem, les Guylaine Chapuis, des femmes qui vieillissent, hein, qui ne vieillissent pas bien à un certain âge. Les choses des enfants, il faut laisser. Les réseaux sociaux, c'est des affaires de la jeunesse. Quand tu atteins un certain âge, si tu veux intervenir sur les réseaux sociaux, c'est sur des choses qui impactent positivement les gens. À un moment donné, il faut prendre le recul sur les réseaux sociaux. Vous m'avez connu, j'avais peut-être 30 ans. Aujourd'hui, je suis en train d'aller à 44 ans. Ça fait 14 ans. C'est beaucoup. Ça fait près de 14 ans que je suis dans la vie publique camerounaise. Mais à un moment donné, lorsque la maturité vient, il y a une autre façon de communiquer. La preuve, dès que vous ne me voyez plus dans ma vie privée, vous spéculez. Les choses de la jeunesse, je ne peux plus les avoir, hein, c'est-à-dire à l'aube de la vieillesse. On est en train d'aller dans la vieillesse. Moi, je ne veux pas être une vieille de 50 ans qu'on voit sur les réseaux sociaux. Je suis en train d'aller à 50 ans là. Maintenant que vous savez que je ne suis pas en psychiatrie, pourquoi vous n'effacez pas tous vos messages? Parce que ma lumière et mon nom vous attirent du trafic. Avouez-le. Quelqu'un fait déjà le direct pour vous dire non, ça n'a pas été. Tu me soutiens maintenant par rapport à quoi, si ce n'est pas la sorcellerie Sandy? Efface ma photo, efface la publication. Elle n'a pas lieu d'être. Les gens doivent comprendre que c'est mon étoile dont vous avez besoin. C'est mon nom que vous avez besoin pour... Vous avez besoin de mon nom pour exister. Quelqu'un vous dit, a déjà donné des preuves. Écoutez, je n'ai pas de problème de papier. Je n'ai pas de problème de mariage. Je n'ai pas de problème de santé. Mais la publication avec ma photo en grand est toujours sur ta page avec 500 likes. Si ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Quand tu reçois une information et la personne demande l'information, tu supprimes simplement la publication. En quoi ma photo sur ta page Sandy est encore pertinente avec ton message de soutien? Ça n'a pas de sens. Je dis que je sais. Je suis la plus référencée parmi vous. Lorsque vous sentez un peu la baisse de trafic dans vos affaires, vous venez me chercher pour déclencher l'algorithme. Simplement pourquoi? Parce que mon nom est retenu par Facebook comme quelque chose que beaucoup de Camerounais, beaucoup de personnes ont déjà cliqué dessus. Donc, quand vous écrivez Marlène Mvoutou, Facebook envoie ça rapidement à tous ceux qui ont déjà cliqué une information dans le monde concernant mon histoire. Et comme mon histoire a été citée plusieurs fois dans des buzz retentissants, ça a bouleversé l'algorithme de Facebook. Supprimez même souvent mon nom. Zomobem, elle fait sa photo IA. Elle se fabrique des seins. Elle se fabrique une beauté au visage. Elle écrit Marlène Mvoutou, tu me manques. Parce qu'elle veut faire la publicité de son truc. Aline Zomobem, mon nom fait quoi sur ta page? À un
un moment donné, responsabilisons-nous. Nous sommes en train d'aller à la vieillesse. Prenez ma photo, ma pauvre maman qui est malade, elle est à côté. Vous prenez la photo de ma mère, vous dites oui, oui, ma mère qui regarde ça, avec son nom, son enfant qui est accusé d'être en hôpital psychiatrique et tout ça. Soit disant, vous faites des soutiens. Mais c'est les soutiens de quoi? Donc quand j'ai fini de dire ça, je vous dis, je n'ai jamais partagé ma vie privée. Sinon, vous ne seriez pas dans des spéculations. Je dis, personne ne nous fréquente. Je ne parle à aucune personne africaine. Sinon, vous auriez des vraies informations me concernant. Je ne parle à aucun noir. Je ne parle à personne. Donc, sur ce plan-là, même si quelqu'un... Je ne sais pas l'Africain qui peut vous dire, depuis 3 ans que je suis rentré, que j'ai déjà rencontré Marlène, je ne sais pas. Donc, je ne sais pas pourquoi ça vous intéresse autant. Maintenant qu'on a pris l'opportunité de répondre un peu à toutes ces personnes sur les réseaux sociaux, on va maintenant entrer dans le vif du sujet pour lequel je vous convoque ce soir. Hier, vous savez, j'avais donné un ultimatum à un nouveau blog communautaire du Djay Lobo qu'on appelle Moyomosala Info, qui est à l'origine de cette énième buzz, bad buzz, qui me fait ressortir de ma retraite pour venir, pas pour sauver mon nom, mais pour venir apporter quelques clarifications. Tout à l'heure, j'ai reçu encore la sortie de ce média qui prétend que je serais la fille d'un Congolais qui vendait le cacao à Djoum à une époque et que le professeur m'a adopté pour des raisons financières pour que j'ai un statut qui allait me faire évoluer. Donc, je vais répondre de manière claire. Ma mère à moi est en vie. Ma mère n'est pas décédée. Ma famille, si ma mère est arrivée à Djoum, parce que ma mère est de Sanmelima. Ma mère, le village de ma mère s'appelle Mekam, Yebay, à 12 km de Sanmelima. Ma mère n'est pas de Djoum. Ma mère étudiait lorsqu'elle rencontre mon père, le professeur Mendozé. Elle étudiait à Notre-Dame, à Sanmelima. Lorsqu'elle tombe enceinte, elle part continuer sa scolarité parce que sa famille, c'est-à-dire ma grand-mère maternelle, elle est la fille du chef fondateur du village qu'on appelle Nkola Fundek, qui s'appelle Ondjoua. Et elle va donc vivre chez son oncle, qui est le premier maire de la ville de Djoum. On appelait Ondjoua Jean-Gustave. Tous ceux qui savent, c'est chez Ondjoua Jean-Gustave que ma mère habite. Elle vient terminer sa scolarité parce que sa mère à elle est de Nkola Fundek et son oncle maternel est le maire de Djoum. C'est-à-dire le grand frère de sa maman. Ma famille n'est pas une famille inconnue. C'est-à-dire, Mnyoko Ondjoua, qui était l'un des plus riches de la ville de Djoum, est le petit frère de la mère de ma mère. La famille de ma mère, tout le monde nous connaît à Djoum. Et tout le monde sait qu'il n'y a jamais eu un Congolais qui achetait le cacao à Djoum. Et en 82, quand moi je nais, Mendozé n'est pas directeur de la CIATV. Non. Mendozé n'est pas directeur de la CIATV. Pour dire que on aurait... Mendozé m'aurait adopté ou ma mère aurait décidé de me faire adopter par Mendozé parce que Mendozé était financièrement... non. Votre histoire des origines congolaises, elle est née ici sur les réseaux sociaux. Les gens nous connaissent suffisamment et ils savent à partir de à quel moment mes deux parents ont vécu ensemble de manière suffisante. Ma mère est toujours en vie.
Personne à Djoum. Un acheteur de cacao dans une petite ville comme Djoum est très connu. Tous ceux qui sont à Djoum, sont ici, les gars de Djoum sont sur ma page. Le nom que vous évoquez là n'a jamais existé à Djoum. Djoum, c'est une petite bourgade avec pas plus de 1000 habitants à l'époque. Donc, votre histoire ne tient pas la route. Mais ce qui nous interpelle ici et pour lequel j'ai répondu, c'est que pourquoi vous voulez enlever à Mendozé sa filiation en ce qui me concerne? Et j'ai bien compris votre histoire lorsque vous avez commencé à dire « Oh, la fille adoptive ». C'est pour cela que je vous ai proposé que désormais, lorsque vous écrivez aussi sur Franck Biya, essayez aussi de dire Franck Biya, le fils adoptif de Paul Biya. Lorsqu'on est sérieux, l'adoption est une procédure juridique, judiciaire, qui est couronnée d'une décision de justice. À quel moment vous avez vu Mendozé aller m'adopter dans un tribunal? Moi, je veux comprendre. Pourquoi vous m'attribuez, vous collez mon nom forcément à celui de Mendozé? Parce que c'est Mendozé qui est le problème, le caillou sous la chaussure de ce que vous venez soutenir. Je suis dans mon coin, Mendozé sort d'où? Dans votre publication. Et maintenant, vous voulez prouver que, en fait, j'aurai un parent congolais? Non. Personne ne connaît ce nom à Djoum. Ce monsieur, ça n'a jamais existé. Un monsieur congolais qui achetait du cacao à Djoum, ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé. Ma mère, à l'époque, quand ma mère m'accouche, il y a 20 ans d'écart entre ma mère et moi. Mon père avait 39 ans, ou peut-être 42 ans, parce qu'il est en 44. Et ma mère et mon père ont 14 ans d'écart. Donc, je ne sais pas à quel moment un Congolais a existé à Djoum. Non, il n'y a jamais eu une histoire de Congolais. Le fait que je comprenne et que je parle le lingala est fait suite seulement aux relations, à mes fréquentations, premièrement au Congo et en France. Donc, quand vous m'entendez tout le temps écouter le lingala et parler parfois le lingala, je n'ai rien à voir avec le Congo. C'est simplement, je suis une polyglotte, je parle parfaitement espagnol, anglais, je parle plusieurs langues en fait. Et tu peux pas vivre en Europe et avoir des amis congolais, ça parle partout, les Angolais parlent congolais, le Kikongo, les Congolais de Brazza, les Congolais, voilà. Mais sinon, j'ai pas d'origine congolaise. Mais si vous voulez insister que je sois congolaise, bah, je suis donc congolaise. Mais je voudrais que désormais, vous nous expliquiez aussi comment, et pourquoi vous ne mettiez pas aussi, vous ne mettez pas Franck Biya, fils adoptif de Paul Biya. Aussi simple que ça. Pourquoi je vous intéresse à ce point? Je suis un enfant qui est né alors que ma mère n'était pas mariée. Lorsque ma mère se marie, la personne qui épouse ma mère, monsieur Akaka, lui, parce que je ne suis pas la première fille de ma mère, je ne suis pas l'aîné des enfants de ma mère, reconnaît d'après la loi de l'époque qu'au bout de 2 ans ou 3 ans, au bout de 3 ans, tu as le droit de reconnaître les enfants de la femme que tu as épousée. C'est dans ce cadre que je suis la fille légitime. Je suis la fille légitime de monsieur Akaka, lui, qui a épousé ma maman, qui était à l'époque directeur de l'école publique de Djoum. Dans ces années-là, quand il épouse ma maman. Donc, je ne sais pas pourquoi ma filiation et mon père biologique s'est toujours occupé de moi. Il a toujours vécu avec moi, il a toujours été là. Et il a présenté à toute sa famille que ça c'est mon enfant biologique. Ça n'a jamais souffert d'aucun débat. Il n'y a pas un enfant, pour ceux qui ont parlé avec leur papa de Mendozé, qui ne sait pas que Mendozé lui a dit que ça c'est ma fille biologique. D'où vient l'adoption? Je n'ai jamais été adoptée par Mendozé. Je n'ai jamais été adoptée, donc je ne suis pas la fille adoptive du professeur Mendozé.
Lino Menza me dit, tout cela vient toujours de tes frères pour au départ t'éloigner de la succession. Quelle succession? Je n'ai jamais demandé. Je vous ai dit que tout ce que mon père devait me donner, il a remis à un de mes enfants. Tout ce que mon père devait me donner appartient à un de mes enfants. Donc c'est un de mes enfants qui a été l'héritier de mon père. Pourquoi mes frères pensent que... Ou alors, j'ai vu quelqu'un dire que ce sont mes frères qui veulent mériter. Non, mon père a bien arrangé les choses. Mon père a toujours dit que lui-même, il est un enfant naturel. Lorsque vous voyez les gens de Moyome Sala réclamer, je veux dire, l'appartenance de mon père à Moyome Sala, c'est simplement parce que le grand-père de mon père était de Moyome Sala. Mon père même a été un enfant naturel. Là où il a construit, c'est l'endroit où sa mère est partie en mariage. Mon père était un enfant naturel. Et lui-même, en tant qu'enfant naturel, il dit qu'il n'a jamais, il disait toujours qu'il ne fera jamais de différence entre ses enfants. Parce que lui-même était un enfant naturel. Mendoza, le Z qu'il porte là, c'est le nom c'est le père de sa mère qu'il a reconnu. Donc mon père n'a jamais eu de problème d'enfant légitime, l'enfant naturel, non. Mon père savait qui portait son sang parmi ses enfants. C'est les hommes d'un certain âge. Tu ne peux pas venir lui attribuer un enfant. Mon père m'a remis la signature sur le compte de la CRTV Marketing. Mon père m'a remis la signature sur ses comptes personnels à la CBC. Lorsqu'un homme de cet âge pose ce type d'acte, c'est parce que même spirituellement, il sait que l'enfant-ci a mon esprit. C'est moi qui décaissais l'argent de la CRTV Marketing and Communication Agency. Je venais donner, j'amenais à la CRTV. Mon père m'a recruté comme attaché de direction. J'avais 19 ans. Et à 19 ans, il m'a donné l'autorisation de signature de faire toutes les transactions bancaires de la CRTV Marketing and Communication Agency. J'avais 19 ans. En 2001, j'ai été recruté le 21 août 2001. Je suis matricule 1050 de la CRTV. Et mon premier poste en tant que c'est attaché de direction à la direction générale de la CRTV. Et après cela, je suis devenu cadre commercial à la CRTV Marketing and Communication Agency. Quand mon père est parti en Guinée équatoriale, parce qu'il était l'ami du président Obiangema, il m'a mis dans ses bagages. Quand mon père vient en France, il me met dans ses bagages. Et toutes les personnes qui ont rencontré mon père, il leur a toujours dit, c'est ma fille biologique. Gérard, qui est mon frère, vous pouvez lui demander. Quand mon père voulait décéder, Gérard lui a demandé, Marlène est qui pour nous? C'est mon père qui a dit à Gérard, Marlène est votre sœur, c'est ma fille biologique. Pourquoi ma filiation avec Mendoza vous fait mal? Parce que vous voulez refuser à Mendoza même le fait d'avoir une fille avec ma dimension intellectuelle. Vous voulez jalouser cet homme, même outre-tombe. Vous voulez le jalouser, vous lui avez fait du mal et vous envoyez les gens le salir. Non. En matière d'héritage, tout ce que Mendoza devait faire, il a pris un de mes enfants, il a tout donné. J'ai un enfant qui a tout, qui venait de Mendoza. Donc, pourquoi je vais venir discuter l'héritage avec les enfants qu'il a eus avec son épouse? Fotso, qui était l'homme à tout faire de mon père, est au courant de ça. C'est moi-même personnellement qui ai refusé le terrain qui est comment on appelle ça, au niveau de la chapelle de Soie. Il voulait mettre ça au nom, toujours au nom de mon fils. Mon fils officiellement s'appelle Gervais Mendoza, fils de Mendoza. Chez nous, les Boulous,
Un enfant garçon qu'on accouche hors mariage est le fils légitime du père de la fille. Chez nous, les boules, le père remet l'héritage de la fille au fils garçon de sa fille. Je vais discuter l'héritage avec mes frères ou avec mes sœurs issues de qu'il a eu dans son mariage par rapport à quoi? Ce sont des histoires, tout le monde peut aller vérifier maison de santé Épinay-sur-Seine. Je sais qu'Épinay-sur-Seine, c'est d'abord où? On leur a donné un peu d'argent, aller la discréditer sur les réseaux sociaux. Je comprends pas l'intérêt. Mais j'ai mes frères de Samlimala qui m'ont appelé de mettre un peu la pédale douce. C'est pour cela que vous me voyez me calmer. Je vous dis que si dans l'espace public, pour que quelqu'un ait la légitimité de parler de son pays, on cherche sa filiation, oui, expliquez-nous de manière claire. Je vais commencer à interroger aussi toutes les filiations de tout le monde. On va interroger les filiations de tout le monde, toute personne publique. Qu'est-ce qui lui donne la légitimité de parler? Chez les boules, c'est la personne qui est boule. Ma mère est 100% de Samlima. Ma mère qui m'a accouché, dont vous ne pouvez pas nier, elle est de Samlima. Mon père est de Samlima. Et vos histoires de toujours dire tel est le père de tel. Vous étiez dans les chambres avec ces personnes quand ils étaient nus et que c'est la femme qui connaît le père de son enfant. Et ma mère est en vie. Moi, ma mère est en vie. Voilà la chance que j'ai. Mes deux parents légitimes sont en vie. Mes deux parents légitimes sont en vie. Mon père, monsieur Aka, sait que j'ai un père biologique. Je ne vois pas l'intérêt de récupérer l'héritage, je veux dire, spirituel de Mendozé si je ne me reconnais pas. Je vous dis que il y a une personne qui s'est amusée. Lorsqu'on a demandé aux enfants de Mendozé, parce que de se présenter. Là, ce volet-là, je ne vais pas parler avec vous. Si je n'avais pas le sang de Mendozé, lorsque je me suis placé dans la cour des Esseux à côté du corps de Mendozé, c'est que je ne suis plus en vie. Parce qu'en ce moment-là, on appelle les esprits et les ancêtres. Ceux qui connaissent quand on va danser les Sani. J'étais dans la cour des Esseux, qui savent que spirituellement, je suis la fille de Mendozé. Et vous ne savez pas ce que j'ai reçu de mon père. Ça vous fait mal? Vous n'aimez pas le président de la République. Moi, j'étais dans mon calme. Je ne veux même pas trop tirer sur vous. Hein? C'est le professeur que vous venez attaquer à travers moi. Laissez la mémoire de ce monsieur tranquille. Oh, la fille adoptive du professeur Mendozé. Oh, elle est présentée. Oh, son père, c'est un Congolais. Non. Mendozé a dit à ses enfants que ça, c'est mon enfant biologique. Gérard Zemendo, il est en vie. Il est directeur, je ne sais pas quoi, aux finances là-bas. Son père lui a dit, Marlène, c'est ma fille biologique. Et je ne discute aucun héritage avec les enfants qu'il a eus avec son épouse. Mon père a toujours mis chacun à sa place. J'ai habité dans la même maison avec mon père. J'ai été partout avec mon père. J'ai travaillé avec mon père. Nous ne sommes pas deux enfants. Nous ne sommes pas deux à connaître les secrets de mon père. Nous ne sommes pas deux. Mendozé m'a choisi comme son enfant. Et il m'a choisi comme son enfant intime. Même lorsque mon père est couché, Gérard m'appelle pour me dire, c'est toi qui connais papa.
Comment tu voudrais qu'il soit habillé? Gérard est dans mon direct. Gérard qui est un garçon, qui est un aîné, il m'a demandé, tu penses qu'on peut habiller? C'est toi qui connais papa. L'intimité avec mon père faisait que les mauvaises langues disaient, oh c'est sa femme, oh parce que on ne comprenait pas ce que je faisais avec mon père, des heures et des heures au Bukavu à deux. La seule personne qui faisait rire mon père, c'est moi. J'ai été très proche de mon père, j'ai travaillé avec lui. J'ai été avec lui dans sa vie privée. Si ça vous fait mal. C'était les hommes d'un certain âge. Tu ne peux pas venir tromper quelqu'un que ça c'est mon enfant. Il va regarder, que ce soit sur le plan spirituel ou ce soit... Non, ce n'était pas des enfants, spirituellement. Ce n'était pas des enfants spirituellement. Et si vous m'attaquez beaucoup, c'est parce que vous-même, vous sentez que spirituellement, j'ai Mendoza en moi. D'où cette guerre acharnée. Parce que vous savez que Mendoza est parti physiquement, mais Mendoza existe toujours. À travers moi. C'est pour cela que vous m'attaquez. Sinon, ça n'a pas de sens. Vous avez fait du mal à ce monsieur. Il n'y a pas un moyen de masquer ça. Quelqu'un qu'on assassine, son âme ne repose pas en paix. On ne sait même pas d'où cette histoire sort encore. Oh Mendoza, oh tel, oh machin, oh ceci. Pourquoi l'âme de Mendoza ne veut pas reposer? Parce qu'il n'est pas parti de manière naturelle. Mendoza n'a pas quitté ce monde de manière naturelle. C'est pour ça que son nom revient et son nom s'est collé à mon esprit pour que ça sorte toujours. Pour que ça sorte toujours, pour que les gens entendent l'injustice dont il a été victime. Moi, j'étais dans mon coin, pourquoi vous venez me chercher? Il est parti, il est parti. Pourquoi vous m'attaquez? Parce que vous voulez continuer à attaquer Mendoza par rapport à moi. Vous l'attaquez même dans son intimité. Est-ce que ma mère et Mendoza ont une relation amoureuse? Voilà la question. Tout le monde à Samblima vous dira oui. Son oncle Bikaze vous dira que oui. Toute sa famille vous dira que oui. Et effectivement, toute la famille de ma mère, tous les frères de ma mère qui sont à Samblima vous diront que ma mère a vécu avec Mendoza. Oui, effectivement, si des gens ont vécu ensemble, donc forcément ma mère peut légitimement dire que tel enfant que j'ai eu est de telle personne. L'imposture serait venue du fait que personne ne connaisse une relation entre ma mère et Mendoza. Personne n'a jamais vu ma mère et Mendoza. Personne ne m'a même jamais vu chez Mendoza. Mais je prétends que Mendoza est mon père. C'est pour cela que quand vous amenez le débat de la paternité, je vous ai donc demandé que expliquez-nous de manière logique pourquoi vous ne dites pas aussi que Franck Biya, fils adoptif de Paul Biya. Parce que pour qu'il soit de Moyomo Sala, il faut bien qu'il soit le fils de Paul Biya. Que ce soit de manière adoptive ou de manière légitime, je ne sais pas. Mais il ne peut pas être légitime parce qu'il n'est pas l'enfant issu du mariage de Paul Biya. Chantal Biya n'est pas l'enfant légitime du mariage issu entre son père, M. Vigourou, et sa mère. Lorsqu'on vous envoie attaquer les gens, non. Même Chantal Biya, quand elle est décédée, son acte de naissance, il est authentique, doit être que père, non, PND. Parce que ses parents n'étaient pas mariés. Pourquoi vous venez attaquer les gens sur leur filiation? Si Mendoza était un blanc et moi j'étais un métis, je dis que Mendoza c'est mon père, c'est en ce moment que vous deviez croire. C'est en ce moment que vous devez croire que c'est mon père. Chantal, est-ce que Chantal Biya a la nationalité française? Non. Elle n'a pas la nationalité française. Tout le monde suppose qu'elle est française de sang, mais elle n'a jamais eu la nationalité française. À l'époque, justement parce que la loi au Cameroun n'autorisait pas la reconnaissance d'un enfant français, d'un enfant né hors du mariage. Il a fallu 81
qu'il y ait une loi qui permette aux gens qui ne sont pas mariés de reconnaître leurs enfants naturels. Donc, toute personne qui est née de parents non mariés au Cameroun avant 1980 est père inconnu. Ce n'est pas parce que ton père ne voulait pas te reconnaître, c'était parce que c'était la loi. Et la seule chose qui permettait au mari de ta mère de reconnaître les enfants, même s'ils sont les siens, il fallait l'acte de mariage. Ça a été la loi au Cameroun. Donc, toute personne qui est née de mère célibataire au Cameroun est un enfant bâtard. Et donc, on va commencer à dire aussi, tous les enfants qui aujourd'hui ne peuvent pas dire que telle personne est légitimement mon père. Je n'ai pas voulu entrer dans les détails parce que j'ai pris la décision de ne pas m'attaquer à ceux qui vous envoient. Je ne mets pas les caméras, je viens pour parler avec ceux qui ont l'habitude de m'écouter. La seule façon pour laquelle Chantal Biya pouvait obtenir la nationalité française, c'était de solliciter en France que son père aille la reconnaître. Mais tout le monde, tous ceux qui connaissent Chantal Biya savent que avant son mariage, elle n'avait jamais mis les pieds en Europe. Et elle n'avait pas les papiers français. Elle n'avait pas les papiers français. Et dans son cas, pour qu'elle devienne, il fallait donc ce qu'on appelle, après sa reconnaissance. Après sa reconnaissance, on allait lui donner un certificat de nationalité. C'est qu'on allait trouver ça au journal officiel. Il y a eu une loi aux enfants. De nombreux métis qui sont au Cameroun, là, ils n'ont pas les papiers européens. Pourquoi? Parce que la loi ne permettait pas à un Européen qui n'est pas marié à une Camerounaise de reconnaître ses enfants. Donc ne venez pas déranger les gens avec les affaires de paternité, non. La loi aurait permis à mon père de faire la reconnaissance, il n'y aurait pas eu de problème. Mais la loi a empêché à plein de gens de ne pas reconnaître leurs enfants s'ils n'étaient pas dans les liens du mariage avec la maman. C'était la loi. Mais nous, dans la tradition boulou, on dit que l'enfant de quelqu'un, mona ce comme bien, mona ne venton. C'est-à-dire, dès que tu as élevé quelqu'un, c'est toi qui prenais cet enfant en charge. Qui a élevé cet enfant? C'est ton enfant. Ça devient ton enfant. Et c'est pour cela que mon propre père, le professeur Mendozé, a toujours considéré le mari de sa mère, qui est de toi, comme étant son père. Parce que c'est lui qui l'a élevé. Et c'est pour cela que, valablement, Franck Biya est le fils de Paul Biya. Parce que c'est Paul Biya qui l'a élevé. Maintenant qu'il y ait des liens de sang ou pas, non, c'est le fils de Paul Biya. Maintenant, sur le plan juridique, on peut commencer à questionner. Et on peut dire beaucoup de choses. Mais je préfère fermer cette parenthèse et dire que Franck Biya est le fils de Paul Biya. D'après nos traditions boulou. Donc, s'il est vrai que j'ai habité chez Mendozé, que c'est Mendozé qui m'a payé l'école, que c'est Mendozé qui m'a envoyé étudier en France, que c'est Mendozé qui a fait de moi la femme que je suis la fille de Mendozé. Est-ce que des gens peuvent témoigner que ma mère a vécu avec Mendozé? Tous mes oncles maternels, ils sont assemblés, ils vous diront que effectivement ma mère a vécu de longues années avec le professeur Mendozé. Voilà Fan Bondi qui connaît. Donc, pour commencer à développer des choses sur les gens, voilà les quelques points que je voulais développer avec vous. Si je vous dis non, j'ai dit je ne communique pas sur ma vie privée. Ce n'est pas parce que j'ai forcément quelque chose à cacher ou ce n'est pas nécessaire.
Lorsqu'on décide de s'éloigner d'une communauté, on n'a pas besoin. Oh, elle est mariée. Oh, elle n'est pas mariée. Oh, elle est en asile psychiatrique à Épinay-sur-Seine. Oh, elle vit à tel endroit. Oh, elle vit à tel endroit. Hein? L'objectif, c'est quoi? Tout le monde peut appeler à Épinay-sur-Seine. On va même vérifier s'il y a un hôpital psychiatrique là-bas. Hein? Je vois Lino Mensa qui dit, mais est-ce qu'à un moment donné, à certains combats qu'on n'abandonne pas? Mes frères petits, pourquoi ils me combattent? Qu'est-ce que je leur ai fait? Je suis dans mon coin. Je suis dans mon coin. Si mon père n'est pas mon père, il est le père de mon fils. Il est le père légitime de mon fils. Personne ne peut, sur le plan du droit, venir me dire que je ne peux pas réclamer quelque chose qui concerne Mendoza. Mon fils s'appelle Mendoza Gervais. Mon fils s'appelle Mendoza Gervais. Mais je vous dis, c'est mon père. Ça vous fait mal. Comment vous pouvez habiter avec quelqu'un? Vous marchez avec quelqu'un. Vous êtes intime de quelqu'un. Il lui arrive ce qui est arrivé à Mendoza. Et vous ne voulez pas que je me plaigne publiquement de ce que vous avez fait à ce monsieur. Il y a des gens que vous défendez là, que vous n'avez jamais rencontrés. Mais vous les défendez quand même. Si c'est simplement pour le plaisir d'entendre ma voix, j'ai dit, je ne vais plus jouer à ce jeu avec vous et je pense que ça s'arrête ce soir. Les clarifications j'ai apportées. Je dis toutes les personnes qui ont mis ma photo sur leur page publique monnayée. Si ce n'est pas pour attirer le trafic sur votre page, vous êtes rassurés. Un, je ne suis pas divorcé, je ne suis pas séparé de mon mari, je ne suis pas malade, machin, en hôpital psychiatrique. De grâce, effacez ma photo sur vos pages. Respectez mon besoin d'anonymat. Respectez mon besoin d'anonymat, Sandy de Boston. Aline Zomobem. Guylaine Chapuis. Enlevez mon image de vos pages. Si ce n'est pas ma lumière que vous avez besoin de ma lumière pour exister. Enlevez mon image de vos pages. Et même si on veut être cohérent, pourquoi je serais à Épinay? Pourquoi j'irai à Épinay? Moi, je ne comprends pas. Hein? Toute la haine, c'est-à-dire que j'ai hérité de l'intelligence de Mendoza. Pas seulement, mais j'ai hérité aussi de tous ses ennemis, de toute sa haine. Quelqu'un qui a passé le temps à San Melima, à vous payer l'école. J'ai dit qu'à la CIA TV, au moment où Mendoza part, il y a 3000 employés. 3000 et quelques d'employés. Et parmi les 3000 là, il a recruté peut-être 1500 gars de San Melima. Toute personne qui parle boulot à la CIA TV, c'est bien Mendoza qui l'a recruté. Mendoza a payé l'école à vos enfants, il a enterré vos mamans, il a construit les églises, il vous a donné l'argent. Mais pourquoi subitement vous retournez contre lui à ce point? Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti en prison parce qu'on dit qu'il a volé l'argent. Mais tout le monde sait que Mendoza a partagé à San Melima. Il a permis à de nombreux jeunes de San Melima d'avoir des emplois. Les Mbongo qui ont eu les bourses pour aller faire des études à l'étranger. Les Motazeux, c'est mon père au temps d'Aïdjo qui s'occupait, qui était l'attaché culturel à la présidence de la République. C'est lui qui donnait des bourses à tous les étudiants camerounais pour venir étudier à l'étranger. Il a envoyé combien de gars de San Melima en Europe faire des études? Même après qu'il quitte ce poste-là, il s'est toujours occupé de payer des billets d'avion. J'ai même une personne qui m'a appelé, écoute, tu sais, c'est ton père qui m'a payé le billet d'avion et qui a réussi à m'obtenir un visa pour la Belgique. Mon père a tellement aidé les gens. Oui, on dit souvent que si tu ne veux pas l'ingratitude, n'aide jamais les gens.
Vous en voulez à Mendoza d'avoir été le seul de Samlima à vous montrer qu'on peut être altruiste. C'est tous ceux-là qui sont au gouvernement, qui ne s'occupent que d'eux et de leur famille. C'est eux que vous applaudissez aujourd'hui. Et vous venez cracher sur la mémoire de quelqu'un qui vous a aidé, qui vous a montré que le boulot peut aussi partager, le boulot peut être solidaire. Et c'est cette popularité qu'il avait à Samlima qui a commencé à énerver Paul Biya. Parce que Paul Biya, lorsqu'il entend que tu es déjà populaire plus que lui, ça veut dire que tu te valorises au lieu de le valoriser. Ça a créé des ennuis à Paul Biya. Le fait que Mendoza, dès que les gens de Samlima entendaient que Mendoza venait à Samlima, près de 2000 personnes se retrouvaient à Samlima et chacun partait avec son problème résolu. Cette popularité de Mendoza a toujours posé des problèmes à Paul Biya. Parce que vous m'attaquez à cause de Mendoza. Sinon, à la base, cette adversité qui me vient du village est par rapport à quoi? Combien d'étudiants à qui Mendoza donnait, payer des études? Pourquoi vous venez attaquer? Si vous ne pouvez pas être reconnaissant, laissez-le reposer en paix. Moi, je savais bien que l'attaque, quand la personne a commencé, fille adoptive de Mendoza, oui, c'est parce que vous voulez salir la mémoire de cet homme-là. C'est lui la cible, ce n'est pas moi. C'est lui la cible. Un homme humble, un homme altruiste. On dit souvent que c'est ce que tu aimes qui te tue. Mendoza vient mourir, pourquoi? À cause de la chorale. Pourquoi? Parce que Chantal Biya voulait déjà mettre Mendoza en compétition avec Belling et Boutou. Tout ce qui devait relever du cabinet civil, Chantal Biya confiait déjà tout à Mendoza au point où ça a commencé à circuler. On est parti dire à Belling et Boutou que est-ce que tu sais que bientôt c'est Mendoza qui va te remplacer? Belling et Boutou est entré en guerre ouverte avec Mendoza jusqu'à ils lui ont tendu le coup de l'histoire de la chorale qui vient l'emporter. Est-ce que je dois répéter tous les jours que la raison de la colère de Chantal Biya, c'est parce qu'elle a pris l'argent et donné à Mendoza pour qu'on vienne animer à la chorale. Sur les 10 millions qu'elle avait donnés, Mendoza a reçu des mains de Belling et Boutou, 5 millions. Mendoza a complété de son argent, on a acheté du matériel parce que il s'est dit pour l'animation du deuil de la femme du président, il faut un matériel clinquant. On a envoyé des gens acheter le matériel. Mais des gens sont encore quittés. Allez dire au président que en Bastos là-bas, Mendoza est en train de se comporter comme si c'est lui le beau-fils. Le président a demandé qu'on ne laisse plus Mendoza venir au deuil. Mais le président ne savait pas que sa femme a recruté la chorale de Mendoza pour assurer la prestation. Quand Mendoza arrive avec la chorale, tous les gens de la Voix du Cénacle ils sont sur ma page. On leur répond que non, le cabinet civil ne les a pas programmés. Or, Chantal Biya à l'intérieur, est-ce qu'elle a donné son argent pour qu'on achète les tenues, on achète les matériels? Voilà comment tous les gars de la chorale sont bloqués au portail à Mayumoussala. On voit un cas. Ils rentrent dormir chez le professeur à Samlima. Le professeur, quand même pas son entre-gens. Mes frères qui sont ici sur la page réussit quand même à entrer, à forcer, parce qu'on avait dit que la chorale n'entre pas. Chantal Biya à l'intérieur, est-ce qu'elle a donné son argent? Et que la Voix du Cénacle va animer le deuil de sa maman. Belinga aussi, qui est déjà dans son conflit avec Mendoza, organise et le président pour que la chorale n'entre pas. Elle entre en colère. Elle dit que est-ce que c'est que Mendoza dit qu'il vole l'argent de la CIATV? Il a déjà volé son argent de la chorale. Où est la chorale pour qui elle a donné de l'argent? La colère non maîtrisée, elle fait arrêter Mendoza. Toutes les démarches qu'on a faites pour qu'il y ait la clémence précieuse, on disait que non. Quand ton affaire est entre les mains de Chantal Biya, oublie, parce que Mendoza est le prisonnier personnel de Chantal Biya, donc il n'y a rien à faire. Le président n'a rien à voir là-dedans.
c'est Chantal Biya qui maintient Mendoza en prison. Elle s'est fâchée. Comme il y a tellement de manipulations mystiques, est-ce que, c'est-à-dire que le genre de colère dans laquelle cette femme est entrée contre Mendoza, c'est comme si quelqu'un était allé travailler ça mystiquement pour les séparer parce que Mendoza et la première dame étaient très liés. Mais la colère à cause du fait que Mendoza n'avait pas animé le deuil de sa mère, moi je pense que ce n'est pas une colère humaine. Ce n'est pas une colère naturelle. Elle a dit que Mendoza doit mourir en prison pour les 5 millions là. Au-delà même des 5 millions, elle estime que sa mère était tellement liée à Mendoza et que ce n'est pas Mendoza qui devait gâter le deuil de sa mère. Oui, parce que malheureusement, c'est la chorale du DG de Camtel de l'époque, une chorale protestante qui était obligée d'assurer la messe alors qu'une chorale protestante ne peut pas assurer une messe catholique. C'était un fiasco. Et Chantal Biya a eu mal. Elle a juré. Vous savez, les gens qui sont un peu bizarres là. Quand elle est contente à l'extrême. Quand elle est aussi fâchée, elle est fâchée à l'extrême. Donc elle entend même que, je ne sais pas, une personne peut défendre Mendoza, tu deviens son ennemi. À vie. Donc, cette colère-là, cette séparation entre les deux-là, pour moi, elle n'était pas humaine. Cette colère dans laquelle cette femme est entrée par rapport à cette histoire n'était pas humaine. Et le président et Mendoza, on a bloqué toutes les voies pour qu'il ait accès. Peut-être que si cette femme entend encore cette histoire, c'est parce qu'elle me suit sur les réseaux sociaux. Parce que quand ces gens du cabinet civil disent qu'ils vous barrent l'accès au président et à la première dame, votre information n'arrive pas à leur niveau. Peut-être qu'il a fallu le boucan que je fais depuis pratiquement 3 ans, 4 ans pour que Chantal Biya essaye un peu d'écouter. Mendoza n'avait plus aucun moyen d'envoyer sa version des faits à la première dame. Non, non, tu ne peux pas savoir, c'est une question de principe. Si tu ne peux pas animer, ils avaient animé en Coléton. La chorale a animé chez la maman de Chantal Biya à Bastos. Donc, elle savait qu'ils vont aussi animer. Parce qu'elle aimait, c'était comme sa chorale a titré. Partout où la première dame partait, la voix du Sénat accompagnait. Donc, c'était déjà comme sa chorale personnelle. Quand elle aime quelque chose, vraiment, elle aime cette chose-là. Partout où elle faisait ces événements, vous avez vu au CERA que ce soit des événements privés ou publics, elle voulait toujours que la voix du Cénacle soit là. Et donc le jour le plus important de sa vie, de la vie de sa maman, et que la voix du Cénacle marque pas, parce que tout le monde savait que tous les grands deuils de Yaoundé, la voix du Cénacle était là. Vu la qualité de la musique que le professeur produisait, vraiment, les prestations de la voix du Cénacle relevaient les événements publics et privés du Cameroun. Et c'était un coup politique que toujours les gens du Djay Lobo, parce qu'ils se disputent les postes, ont monté à Mendoza. Et comme il avait reçu l'argent, elle est rentrée dans une colère noire au point de dire que lui doit aussi, comme sa mère est décédée, lui aussi doit décéder et en prison. Ça peut peut-être vous surprendre que la gestion de votre pays se fasse comme, je ne sais pas. C'est ça les affaires de votre pays. Vous voyez des gens en prison. Pour un oui, pour un non, pour un coup de tête, on détruit les vies des gens comme ça. Ma belle Kamel dit, mais elle ne pouvait pas l'appeler au téléphone. Non, elle ne pouvait pas l'appeler au téléphone parce que la personne qui avait géré ce dossier s'est arrangée pour que la chorale ne vienne pas. Et quand elle est déjà fâchée comme ça, elle va vous prendre au téléphone comment?
Voilà tout le problème. C'est-à-dire la colère noire dans laquelle cette femme est entrée. Et comme je vous dis, les gens qui sont un peu comme s'ils sont autistes là, quand il est content, il est content. Quand il est fâché, il est très fâché. Si on lui dit même que, ah, est-ce que tu sais que c'est telle personne, c'est Marlène Mvutu, elle soutient son père. Non, tu deviens automatiquement son ennemi. Moi, je connais la vérité. Je sais ce qui s'est passé. Les choristes de la Voix du Cénacle savent qu'ils sont bien arrivés à Moyomo Sala. Mais au portail, le protocole a répondu que vous n'êtes pas programmés. Ils sont rentrés. Ce sont les dossiers de votre pays. C'est-à-dire qu'on détruit un homme d'État pour des affaires privées. Et c'est là qu'on dit non, réveillez tous ces... créer un dossier, trouver quelque chose. 7 ans de détention préventive. Mendoza a fait 7 ans de détention pour qu'on réunisse le dossier pour dire que finalement, c'était 226 millions. Quand il était DG il y a 15 ans, ça s'est passé comme ça. C'est un peu ça. Voilà comment on détruit les grands hommes d'État là. Il n'y a pas un problème de détournement de finances et tout ça. Les gars comme les messieurs comme les Nguinefa. On crée une histoire sur Nguinefa. On part raconter, on dit que Nguinefa a arraché la femme du vieux Moudiki. Voilà la vérité qui soutient son arrestation. On le prend, on part enfermer 15 ans. Est-ce qu'on a établi la relation? Est-ce que, non, on dit, on détruit la vie des gens. Mais eux, c'est des politiciens, ils supportent, ils acceptent. Mais on ne peut pas détruire toute l'élite d'un pays comme ça. On dit que non, il sort avec la femme de Moudiki. Et donc on doit le punir. Est-ce que vous les avez vus ensemble? Non. Mais parce que quelqu'un veut détruire l'avenir d'un jeune, on crée une histoire comme ça, on pose sur sa tête. 15 ans de prison. On dit que tu as volé l'argent. On dit que tu as détourné l'argent. C'est-à-dire, tout l'argent qui est détourné dans les services, comme tu es responsable, c'est toi. Et tu pars en prison. 25 ans, 15 ans, on a détruit toute l'élite du Cameroun de cette manière. Laissez son âme reposer en paix. Des histoires aussi dramatiques. Vous les verrez, on va vous raconter plein de choses. Il y a des versions officielles. Mais quand vous êtes dans ces milieux-là, il y a aussi la version officieuse pour laquelle on décide de couper la tête de quelqu'un. Je vous dis, pour le cas de Mendoza, c'est une affaire de la chorale. Il n'y a pas autre chose. Au-delà de la chorale, le président de la République le calculait déjà. À cause de sa très grande proximité avec la première dame. Il perd son poste de directeur général de la CRTV parce que on peut dire au président qu'il a fait stopper le cortège de la première dame pour remettre les albums. Or, c'est elle qui a fait arrêter le cortège parce qu'elle attendait les albums de la visite des premières dames au Cameroun. C'est comme ça qu'il perd son poste à la CRTV. À l'époque, il y a certaines choses que le président ne tolérait pas. À l'époque. Donc voilà. Tout ce que tu vas raconter, ça n'a pas de sens. C'est Mendoza que vous voulez continuer à attaquer, c'est pas moi. C'est pas moi. Mais je viendrai toujours rétablir la vérité. Je suis pas une actrice politique. Je n'aspire pas à quelque chose. Je ne serai pas candidate à une élection présidentielle après. Je ne sais pas, il n'y a pas d'élection. Pourquoi? Quel est l'objectif? Vous ne pouvez pas m'attaquer. C'est que je ne veux plus tomber dans ce piège parce que je sais de quoi je suis capable. Il y a mes frères qui m'ont appelé tout à l'heure. Parce que la trajectoire que je devais prendre avec vous, on ne devait pas s'en sortir. Pourquoi Guinée-Faso de prison et bat campagne pour le RDPC? Je n'ai jamais compris les boulots. Les amis, vous ne connaissez pas les cercles du pouvoir.
Lorsque vous avez flirté avec les cercles du pouvoir, tant que vous respirez, votre vie appartient à ces gens-là. Et la seule façon pour qu'on vous laisse même respirer après la prison, vous n'avez qu'à voir ce qui se passe avec moi. C'est de continuer à soutenir ces gens. Sinon, ils vont vous éliminer par tous les moyens. Il ne faut pas être neutre. Dès que tu acceptes de dîner avec ces gens, tu leur as offert ton âme. Jusqu'à ce qu'on t'enterre. Même Mendoza, quand il était en prison, il continue à financer. Les gens partent le voir. Oh, il y a la campagne du RDPC à Samelima. Il appelle, donnez 15 millions, donnez 20 millions. Il continuait à écrire au président, à faire des suggestions au président, étant en prison. Mendoza n'a pas envoyé pas moins de 100 lettres à la présidente parce qu'il faisait des suggestions. À l'époque, il écrivait les discours du président. Il m'a toujours dit que ce slogan des grandes réalisations, des grandes ambitions, c'est lui qui l'avait conçu pour le président de la République. Donc, à chaque fois, le président Mendoza faisait toujours des notes au président. Des notes pour dire que tu contribues, dans quel sens, voilà ce que tu vois. Il m'avait aussi parlé d'un concept aussi de 4e génération. Il créait des concepts. Hein? C'est mon père qui écrivait les discours de Paul Biya. Donc ces gens-là, vous ne pouvez pas comprendre leur logique. Il était en prison, il continuait à écrire au président comme s'il il est toujours le chargé des affaires culturelles de la présidence de la République. Il fait des notes. Mais tous ceux qui sont là, ils font des notes à Paul Biya. Comme s'il travaille toujours avec lui. Mendoza a gagné beaucoup d'argent. Premièrement, ses productions littéraires. Mendoza a eu une œuvre, La forêt illuminée, qu'on a utilisée dans les établissements scolaires camerounais au moins pendant 20 ans. Et dites-vous que si quelqu'un gagne 1000 francs par livre chaque année, et 1 million de personnes achètent son livre chaque année, il gagne 1 milliard chaque année. Mendoza a produit des musiques qui étaient déclarées à la SACEM en France. Mendoza a écrit des livres qui sont utilisés dans des universités françaises et dont les droits d'auteur sont payés par la maison des droits d'auteur en France. Donc, pour ces œuvres intellectuelles et intellectuelles, musicales et tout, Mendoza a gagné beaucoup d'argent. Maintenant, il était producteur de noix de palme. Mendoza a une plantation de plusieurs hectares de noix de palme qu'il livrait à la société de transformation de noix de palme au Cameroun. C'était beaucoup d'argent. Et en tant que directeur général de la CRTV, Mendoza gagnait 14 millions de francs CFA par mois de salaire. Il n'était pas en location. Tous ses enfants étaient partis en Europe. Il avait 14 millions tous les mois comme salaire pendant 17 ans. 14 millions de francs CFA, sans compter tous les avantages liés à sa fonction de directeur général. Il a été ministre délégué à la communication. Et les ministres ont un budget de souveraineté qu'ils gèrent. Avant cela, il a été chargé des affaires culturelles au secrétariat général de la présidence de la République, quand Paul Biya était secrétaire général de la présidence de la République. Mendoza a été le directeur de l'enseignement secondaire et de l'enseignement supérieur. Il n'y avait pas encore le ministère de l'enseignement supérieur. Donc Mendoza était comme le ministre de l'enseignement supérieur. Mendoza donnait des cours à l'université de Yaoundé 2. Donc en termes de revenus, puisque la preuve en est que lorsqu'on a fait toutes les enquêtes, finalement on dit que c'est 226 millions qui ont été détournés par l'ensemble de ses collaborateurs. Les Akonosé, tout le petit monde qui est pas... Parce que Mendoza allait en prison avec pas moins de 20 personnes.
Donc, si on divise 226 millions que l'État demande, qu'il demandait à ces gens par 20 personnes, ça veut dire que chacun a volé peut-être 15 millions. Pour quelqu'un qui gagnait 14 millions par mois, il aurait passé donc 7 ans de détention préventive pour 15 millions. Donc, n'accusez pas les gens si l'État ne fait pas son travail. Comment vous faites pour que, à partir du premier million qui disparaît, il n'y ait pas un dispositif pour détecter les détournements? Mendoza n'a pas détourné. Mendoza était extrêmement riche parce qu'il travaillait depuis des années. Et en dehors de son travail de directeur général, ses productions littéraires, musicales, déclarées en France lui produisaient énormément de moyens. Mon père n'a jamais, malheureusement, je vais vous répondre très clairement. Les sectes, quand vous parlez de sectes, je vous dis déjà, mon père, il n'était pas franc-maçon. Mon père n'était pas un franc-maçon. Mon père n'était pas un rosicrucien. C'est ça que vous devez connaître. Et moi, je ne considère... Oui, si on considère que c'est la Rose-Croix et la franc-maçonnerie sont des sectes, oui, malheureusement, lui, il n'appartenait pas à ces cercles-là. Il n'appartenait pas à ces cercles. Mais il y a des cercles plus... spirituellement plus constitués que la franc-maçonnerie et la Rose-Croix, qui sont ces cercles de réflexion-là. Et donc, je ne sais pas à quel cercle il y a des gens qui ont la sorcellerie du village. C'est beaucoup plus dangereux que la franc-maçonnerie. Les sectes du village sont plus dangereuses que la franc-maçonnerie et la Rose-Croix. La franc-maçonnerie est réservée pour les intellectuels, pour réfléchir sur le développement humain, pour réfléchir sur la place de l'homme dans la société. Pareil aussi pour la Rose-Croix qui mène des réflexions sur l'existence humaine. Mais il y a des sectes plus pernicieuses que ces deux, très pernicieuses. Et donc malheureusement, il y a plusieurs personnes qui en font partie. Donc j'ai beaucoup échangé avec vous les amis. Je vais vous laisser le temps d'aller vous reposer. Et voilà, je ne souhaite pas que nous entretenions cela parce que il y a des gens qui cherchent simplement à exister. Je ne vais pas vous répondre. Comment tu sais ça? Je sais beaucoup de choses que je ne souhaite pas partager avec tout le monde ici parce que il y a pas c'est pas tout le monde qui a des oreilles initiées ici dans ce groupe. Ce n'était pas l'objet de notre direct ce soir. Donc sur ce, je vous souhaite bonne soirée.